Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la révolution féministe a-t-elle déjà eu lieu? Ne lui parlez surtout pas de patriarcat. L'historien et anthropologue Emmanuel Todd est tenté de dire qu'il n'a jamais vraiment existé, ce sont ses mots. Dans Où en sont-elles, publié au Seuil, il affirme que les femmes sont émancipées, qu'elles ont plus que les hommes marqué l'histoire générale du dernier demi-siècle. Il pointe aussi les contradictions du féminisme actuel, sa radicalité, notamment déconnectée d'une partie des réalités. Une constellation idéologique peu cohérente, écrit-il, qui présente simultanément l'homme, compagnon ou père, comme un problème, et l'opposition des sexes comme dépassée. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Merci d'être autour de cette grande table des idées. Vous me disiez il y a un an avec ce livre, je vais me faire crucifier sur la place publique par les féministes. Est-ce que vous aviez conscience de provoquer en entamant cette recherche? Vous qui jusqu'ici ne vous intéressiez pas à ça, vous l'écrivez. Le féminisme, c'était pas votre truc. Oui, je pense qu'on en avait parlé à l'époque où je me mettais dans le sujet. Parce que j'étais, c'est vrai, agacé par ce féminisme antagoniste. Mais depuis, j'ai écrit le livre et je suis simplement redevenu un chercheur, un anthropologue. Donc j'ai refait l'histoire. Quand on refait l'histoire des rapports entre les deux sexes des 100 000 dernières années, quand on réutilise l'atlas ethnographique de Murdoch pour faire une nouvelle cartographie des types de relations entre les sexes, quand on passe aussi beaucoup de temps sur des statistiques à mesurer le dépassement éducatif des hommes par les femmes, quand on voit les contradictions entre la stabilisation des couples des classes moyennes et les idéologies conflictuelles qui en émergent ou qu'elles portent, on en sort comme un chercheur en fait assez indifférent au débat idéologique. Alors avant de ressortir les cartes et les courbes, de vous appuyer sur ces chiffres et de faire réécrire cette histoire du féminisme, qu'est-ce qui a provoqué l'envie d'écrire ce livre? Et notamment, vous le disiez, il y a un an ou deux, la période était quand même particulière. On est dans cette vague qui a suivi le début de MeToo, une parole qui s'est libérée aussi. Est-ce que vous direz que c'est ça, cette rupture-là, oui, qui vous a ça m'a motivé, donné envie de vous intéresser? Mais au fond, en tant que chercheur, parce que je suis anthropologue, et puis je viens d'une famille qui a des liens particuliers avec le monde anglo-américain. Et donc, je vivais avec l'idée d'un antagonisme structurel dans les rapports entre les sexes aux États-Unis, plutôt d'un modèle de séparatisme en Angleterre, dont ma mère me parlait quand j'étais gamin, et puis en France, d'une tradition de cordialité qui n'exclut pas le conflit et le divorce. Et l'apparition d'un féminisme antagoniste, de ressentiment, en apparence à la suite du mouvement MeToo américain, m'a perturbé en tant que chercheur. Je me disais, ça ne collait pas avec ma représentation des choses. Et donc, je voulais comprendre pourquoi cette chose apparaissait en France. Alors, j'ai déjà vu dans les commentaires, à ce moment, j'ai beaucoup de commentaires de gens qui n'ont pas lu le livre et qui ont un avis très déterminé et qui disent, Jean-Michel Apathy était le dernier, que je dis que le mouvement, ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. En fait, le livre dit exactement le contraire. L'explication que je donne finalement, c'est une découverte pour moi, de l'antagonisme des sexes dans le monde anglo-saxon, c'est lié au protestantisme, qui était très patricentré et très hostile aux femmes, qu'il s'agit de Luther, de Calvin. Et donc les cultures anglo-saxonnes sont dans une réaction, qui sont assez féministes à la base, mais avec une couche protestante patriarcale, sont en, réaction contre ça. En France, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas de tradition protestante. Et j'arrive plutôt à la conclusion que ce qui a provoqué l'émergence de cet antagonisme, c'est comme toujours en France des problèmes de classe. C'est lié à l'accession des femmes à des statuts de classe individuels, plutôt dans les classes moyennes, dans ce qu'on appellerait une sorte de petite bourgeoisie, volontiers intellectuelle, et que c'est une agressivité d'une classe moyenne en difficulté et passée en mode ce que j'appelle matricentré, dressée contre la
pellicule résiduelle de domination masculine, que je ne nie pas du tout, qui explique cet antagonisme. Mais ce n'est pas du tout, je pense, la même chose que dans le monde. Mais quand vous dites pellicule résiduelle, c'est pas nier, mais c'est quand même la réduire à peau de chagrin, en tout cas. Ah bah non, non, je suis désolé, 4% de la structure sociale en haut, c'est du monde. Je dis bien que le secteur économique, capitaliste, reste sous contrôle masculin. Et je donne même une explication dans les circonstances économiques difficiles actuelles, de l'existence de systèmes bureaucratiques qui restent dominés par des hommes, mais où le gros des personnels représentant les classes moyennes sont féminins et plus jeunes. Je dis que les conditions objectives d'une aggravation des problèmes de harcèlement sexuel sont réunies. Donc, je pense que le livre, de ce point de vue-là, est assez mesuré. Hein. Et vous évoquez plusieurs troubles dans l'émancipation. Lesquels ? Le trouble, je crois que le trouble fondamental, c'est l'anomie. Bon, alors l'anomie, tel que je l'emploie, c'est le concept de Durkheim. Ce n'est pas celui des sociologues américains pour lesquels l'anomie, c'est l'atomisation de la société. Pour Durkheim, c'est dans le Suicide, 1897, une société très mobile où les gens deviennent des individus qui ne savent pas ce que sera leur destin social. Et l'anomie, c'est ce dérèglement des attentes. On ne sait pas ce qu'on va devenir, on a des attentes qui sont déçues, qui sont satisfaites, etc. Et qui, dans les cas de déception, va provoquer, dans le contexte de l'époque, une hausse du taux de suicide. C'était masculin. Les taux de suicide masculins étaient 3 à 4 fois supérieurs à ceux des femmes. Ça reste le cas, mais avec des taux qui se sont vraiment effondrés maintenant. Et ce que je dis dans le bouquin, c'est que si on se rend compte que l'émancipation éducative et professionnelle des femmes est un phénomène qui a pour l'essentiel eu lieu dans les 50 dernières années, on se rend compte que des femmes qui existent maintenant pleinement comme individus, ce qui était seulement le cas des hommes autrefois, dans une société mobile, avec des attentes remplies ou déçues, etc., les femmes accèdent à l'anomie, à un certain type d'anxiété. Je l'appelle anomie douce, parce qu'on est quand même dans une phase, je dirais, très améliorée sur le plan des conduites individuelles. Et puis je dirais paradoxalement, c'est ce que j'avais dans un bouquin, c'est que le taux de suicide s'effondre parce que les gens n'ont plus guère d'attente. Donc une sorte d'apaisement par résignation généralisée. Donc le fait que cette anxiété sociale soit partagée aujourd'hui prouve bien que le gros du combat, la victoire est là, dans cette longue marche vers l'égalité. Et en même temps, il nous faut aussi maintenant, nous, femmes, accepter les pathologies, les faiblesses qui accompagnent aussi cette conquête-là. L'idée reçue la mieux installée, selon vous, quelle est-elle ? Que nous vivons aujourd'hui encore dans un système patriarcal ? Oui, alors le mot patriarcal est sans doute l'un des clignotants. Je ne sais pas si je pourrais parler de chiffon rouge, parce que dans ce cas-là, on va se représenter, moi, comme un taureau excité, etc. Mais simplement, pour un anthropologue de formation, et après 5 ans d'anthropologie, l'utilisation du mot patriarcat, qui est une sorte de moulin à prière tibétain du néo-féminisme, en fait, quand même, c'est affreux patriarcat, c'est juste ridicule. C'est-à-dire que le concept est apparu, moi je l'ai vu apparaître dans la famille patriarcale de Frédéric Leplay, et c'est un mot qui servait à décrire la famille du Moyen-Orient, centrée effectivement sur les hommes, éventuellement la famille des paysans russes, mais la famille patriarcale, la famille indivise, le père, ses fils, etc., avec un écrasement des femmes, effectivement, moins fort en Russie, toutefois, et quelque chose qui n'a jamais existé en Occident. Ce que j'explique dans le bouquin, c'est que nous, l'extrême Occident, le vrai Occident, la France, les pays anglo-saxons, la Scandinavie, on est resté très près du modèle familial des chasseurs-cueilleurs, nucléaires, individualistes, avec un statut de la femme assez élevé. Et si vous voulez, pour moi, j'essayais de voir en quoi ce mot de patriarcat me gênait. Mais finalement, je me suis dit, toute cette idéologie qui présuppose l'existence d'un patriarcat universel, en fait, ça m'a
ça finit par me rappeler les créationnistes américains. Vous savez, cette espèce d'extrême droite biblique qui explique que la vérité de l'histoire humaine, c'est ce qu'on trouve dans la Bible, Adam et Ève. Vous voyez, et finalement, pour moi, et donc, j'ai une sorte d'exaspération de scientifique devant ça. Non, il vous paraît pas très juste, historiquement, ce terme, sauf qu'il a aussi évolué, sauf qu'avec les années, les féministes l'ont fait passer de la sphère privée à la sphère publique, pour certaines d'entre elles, cette idée du pater familias, du pouvoir de l'homme sur la maison. C'est ce qui s'est passé dans les années 70 avec une partie des féministes, à en croire notamment Manon Garcia qui utilise ce terme et qui l'explique. Manon Garcia, c'est une philosophe féministe, elle enseigne notamment aux États-Unis, elle est l'auteure de la conversation des sexes et elle est très écoutée aujourd'hui. Dans les années 70, il y a une division des féministes entre les féministes socialistes et les féministes radicales. Et les féministes socialistes, en gros, elles disent que tout peut être amené au capitalisme, qu'au fond elles sont marxistes avant d'être féministes et que donc il n'y a pas une spécificité de l'oppression patriarcale justement, mais que le patriarcat est une des formes que prend le capitalisme, donc c'est vraiment ce qu'on voit déjà chez Engels dans les origines de la famille, donc que ça a quelque chose à voir avec la propriété privée et donc avec le capitalisme. À l'inverse, les féministes radicales veulent dire non, il y a une oppression qui est spécifique aux femmes et c'est l'oppression patriarcale et on a besoin du concept de patriarcat pour expliquer ce que c'est que l'organisation sociale qui opprime les femmes. Voilà, les mots grandissent, évoluent aussi, sortent de leur signification première. Est-ce que vous ne pensez pas, Emmanuel Todd, qu'on a besoin de ce terme aussi pour éclairer certaines réalités? Non, le débat entre facteurs de classe, facteurs de sexe, il est important. Alors, entre les deux, mon bouquin en parle. En fait, c'est central, puisque je décris même la structure sociale en fonction des sexes. Pour moi, d'ailleurs, les deux options présentées par votre extrait sont fausses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je parle d'intersectionnalité généralisée, et je dis qu'on ne peut pas accorder la prééminence à l'un ou à l'autre. Il faut garder la dimension femme et garder la dimension position de classe. Mais dans l'extrait que vous avez donné, le débat est terriblement obscurci par le mot patriarcat. Alors, Engels, j'étais plein de tendresse au début parce que je suis un fan d'Engels, dont j'aimais beaucoup le style et le comportement. Et je me suis acheté, il n'y a pas longtemps, un portrait d'Engels de l'époque soviétique qui trône dans ma maison bretonne maintenant. Mais donc la question n'est pas là. Mais vraiment... Vous ne l'avez pas détrôné encore. Comment ? Vous ne l'avez pas détrôné. J'aime beaucoup Engels. Mais vous savez, il y a une sorte de grandeur du marxisme dont je redeviens dépendant. C'est-à-dire, je travaille sur l'idéologie, la fausse conscience, l'incapacité à sortir sa vision du monde de sa propre position de classe. Maintenant, c'est des choses qu'à nouveau, j'étudie quotidiennement. C'est-à-dire, quand je décris, par exemple, la posture idéologique de ce néo-féminisme ancré dans certaines catégories universitaires de la petite bourgeoisie éduquée. C'est qui les néo-féministes, Emmanuel Todd? Parce que vous n'employez pas tellement le mot dans le livre. Non, c'est un terme qui vient de sortir quelque part dans la critique de mon bouquin et que j'ai trouvé bien. Vous le réappropriez. Oui, il n'est pas nouveau. Je me dis, c'est pas mal, parce que moi, je parle de féminisme de la troisième vague. Oui, troisième vague. Féminisme antagonisme ou féminisme de ressentiment. Mais j'ai trouvé que le mot néo-féminisme était bien parce qu'il établissait quand même, tout en restant neutre. Il n'est pas péjoratif. Oui, il est neutre, plus neutre que ce que j'ai écrit, mais il établit bien une différence entre le féminisme, quelque chose que j'accepte et auquel j'ai participé, les deux premières vagues, et le néo-féminisme. Et il crée une distinction qu'on a aussi, très utile, je dirais, dans le domaine des idéologies économiques, entre le libéralisme, qui ne niait pas les identités collectives et qui est une chose spécifique, et le néolibéralisme, qui est quelque chose de tout à fait différent. Donc ça, néo-féminisme, je trouve, c'est un concept utile et que j'ai instinctivement adopté dans les 3 derniers jours. Ces 3 vagues, vous les situez où et comment? Qu'est-ce qui les distingue? C'est-à-dire que la première vague, c'est les suffragettes anglaises. C'est-à-dire c'est la revendication du droit de vote, donc une sorte de vague politique. La citoyenneté. La citoyenneté, oui. La deuxième vague, c'est celle qui naît années 60-70 avec la révolution sexuelle, la libération du corps. Ça va avec la pilule, c'est l'acceptation de l'avortement.
Alors ça, c'est deux vagues qui ont été au départ, je dirais, portées par des femmes des classes moyennes supérieures, mais qui étaient visiblement bénéfiques à toutes les femmes. La troisième vague, c'est ce féminisme antagonisme dont il y a un autre mot que j'utilise maintenant et qui n'est pas dans le livre, c'est le mot androphobie, c'est une sorte de méfiance vis-à-vis de l'être masculin, qu'on peut situer socialement aussi au départ. Je le mettrais socialement en termes d'origine un peu plus bas que le dernier. Je le mettrais dans des classes moyennes, une sorte de petite bourgeoisie démultipliée par l'éducation supérieure. Et je dirais qu'au contraire des deux premières vagues qui ont bénéficié à toutes les femmes de tous les milieux, ce féminisme antagoniste ou néo-féminisme de classe moyenne qui sème la suspicion sur les rapports entre hommes et femmes, je dirais, est peut-être utile dans la lutte contre des classes supérieures qui restent dominées par les hommes, mais produisent un accroissement des difficultés, je dirais, dans les milieux populaires, où la famille est encore plus déstabilisée, ou plutôt déstabilisée, ce qui n'est plus le vrai des classes moyennes, et où, je veux dire, en fait, c'est dans les milieux populaires qu'on aurait le plus besoin de solidarité et de confiance entre hommes et femmes pour survivre à des conditions économiques qui s'aggravent. Donc je pense que l'insertion sociale de cette troisième vague est quand même assez particulière. C'est quand même un combat qui porte aujourd'hui sur les violences faites aux femmes. Cette anthrophobie, elle serait nourrie, comme vous l'expliquez, c'est le terme que vous venez d'employer, par les violences des hommes sur les femmes. On va écouter les mots de la féministe Alice Coffin à ce sujet. Je crois qu'elle entre dans la catégorie de celles que vous appelez les néo-féministes aujourd'hui. La guerre, cette guerre-là qui est menée contre les femmes, ce massacre-là quotidien, il est terrible et il mérite d'être dit. Tant qu'on n'arrive même pas à la dire, ça c'est toute la puissance en fait du système patriarcal. C'est-à-dire que non seulement il y a des violences massives, une oppression massive, mais en plus il y a un arrangement pour que surtout on ne puisse pas les dire. Parce que surtout en plus quand on se permet de les formuler, de les édicter, de dire voilà ce que vous faites, on soit encore plus mis au pilori. Donc c'est vraiment très pernicieux et efficace. Qu'est-ce qui joue en fait dans ces exactions-là quotidiennes, dans la façon dont on se fait trucider, violer, tuer, enfin c'est ça quoi, le quotidien. Qu'est-ce qui joue là-dedans qu'en fait, en face, ça répond pas, ça ne riposte pas? Dans quel genre de conflit, depuis des siècles et des siècles et des siècles, une même population se ferait systématiquement attaquée par une même autre population et jamais ne prendrait les armes, jamais ne répondrait? C'est le cas. Je me pose juste des questions, en fait, ça m'interroge énormément et c'est ça ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre et de déconstruire à fond ce système-là par le plus de portes d'entrée possible. Alice Coffin, l'auteur du Génie lesbien, la dénonciation de ces violences, Emmanuel Todd, est peut-être un truc de petite bourgeoise, si on pense au statut des femmes qui portent cette parole-là, mais elle le porte, en tout cas selon elle, au nom de toutes les femmes, et ces faits-là de violence sont quand même préjudiciables aussi aux femmes des classes populaires. Donc elles se battent pour toutes. D'abord, je vais vous dire, Alors, nier l'existence d'une capacité masculine de violence, pour un historien, ça serait complètement absurde. Dire que le féminicide n'existe pas, ça serait complètement absurde. Mais il faut prendre la mesure statistique des phénomènes. J'ouvre pratiquement le livre. D'abord, je cite un article de Libération qui dit un peu la même chose. Et puis, j'ouvre le livre par une courbe de l'évolution dans l'ensemble des pays occidentaux des taux d'homicide féminins. C'est-à-dire le nombre de femmes qui sont effectivement assassinées. Les taux d'homicide masculins sont beaucoup plus élevés de toute façon. Et on voit une décrue rapide et régulière. Donc on est confronté à un problème qui a certainement existé, mais qui est justement tout à fait en voie de résorption. Et puis aussi, il faut quand même être sérieux. C'est-à-dire que, si l'histoire de l'humanité, ça avait été des hommes trucidant des femmes, comment Homo sapiens aurait-il réussi? Je vais vous donner une façon à tous vos auditeurs d'évaluer la validité statistique de ce qui vient d'être dit. Chaque femme peut se demander combien de fois, chaque matin, elle s'est réveillée avec l'idée que son compagnon allait la trucider.
le fond de l'existence humaine, c'est la collaboration entre hommes et femmes. Ce que dit Alice Coffin a tout à fait le droit de détester les hommes. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, je dirais, en un certain sens. Mais vraiment, la solidarité du couple est la réussite d'Homo sapiens. Et semer le doute sur ce fond de collaboration dans une période de régression économique, de difficultés qui viennent, je veux dire, c'est dysfonctionnel. Donc la collaboration plutôt que la guerre, pour vous, Emmanuel Todd, c'est aussi ce que on a dit aussi que récemment que je prônais un féminisme de réconciliation. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que cette idée de cette rhétorique guerrière, elle vous paraît quoi? Stérile? Anachronique? Elle est, je dirais, je pense que c'est un que de distribution, c'est lié aux difficultés des classes moyennes, c'est lié à cet état, je dirais, psychosociologique incertain ou insatisfait des femmes des classes moyennes, mais c'est aussi la fin d'une époque. C'est-à-dire que ce qui permet de présenter les rapports entre hommes et femmes comme antagonisme, c'est le prodigieux bien-être de consommation physique dont on a bénéficié de ces dernières décennies. Je veux dire, les femmes qui parlent comme ça sont des femmes qui n'ont pas connu la pauvreté d'avant, qui n'ont pas connu l'époque où la pilule n'existait pas, je veux dire, qui ne savaient pas à quel point, pour survivre, il fallait qu'hommes et femmes soient solidaires. Et donc, on en est encore là, mais ce qui est vraiment embêtant dans la situation actuelle, c'est que les tendances historiques s'inversent. On reste à un niveau de vie très élevé, mais on est au bord de grandes difficultés économiques. On a mesuré avec le Covid l'effondrement de la production française, on a des débuts de poussée d'inflation, le niveau de vie baisse, et c'est pas la bonne voie. Et je pense, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas systématiquement étudié dans mon bouquin. Je pratique une intersectionnalité où je croise le sexe et la classe. Je pense peut-être que si je continuais ce travail, je croiserais le sexe et l'âge, et je distinguerais avec beaucoup plus de précision le féminisme antagoniste selon qu'il est porté par des femmes de tel ou tel âge. Et moi, je me fais du souci pour les jeunes, en fait. C'est-à-dire que les femmes qui sont entrées dans la vie, qui sont installées, contentes ou pas contentes, pensent ce qu'elles veulent d'une certaine manière. Mais il est évident que ce discours féministe antagoniste, je veux dire, distribue sur les jeunes générations qui vont affronter des difficultés économiques dont on n'a pas idée, un message dysfonctionnel. C'est-à-dire que les jeunes femmes d'aujourd'hui doivent regarder les jeunes hommes avec confiance pour affronter l'avenir. Pensons aux jeunes, justement, et à cette idée du séparatisme entre les sexes ou entre les genres. On va revenir sur la différence pour vous aussi entre ces deux mots. Il y a peut-être une solution. C'est une jeune chercheuse en sciences politiques, Lila Braunschweig, qui l'a imaginé, neutriser cette question-là pour sortir de cette dualité masculin-féminin. On l'écoute. Ce qui m'a intéressée au-delà de l'usage du pronom Yel qui est rentré dans le dictionnaire, somme toute c'est quelque chose d'assez anodin que des néologismes rentrent dans le dictionnaire. Ce qui m'a intéressée, c'est la polémique qui a émergé après cette introduction dans un dictionnaire privé d'un terme qui est utilisé par des personnes. C'est cette polémique autour de une sorte de crispation autour de l'impossibilité de penser ce qui n'est pas genré, ce qui n'est pas genré de manière extrêmement binaire. Et pour moi, ça a vraiment exprimé notre addiction qui est très présente encore au genre et à la binarité au-delà même du langage. C'est ce que j'essaie d'explorer aussi dans le livre. Voilà, elle a une idée assez généreuse. Elle dit que si on neutralise, en fait, peut-être on neutralise aussi un peu ces débats. On sort de cette dualité, de cette unique grille de lecture. Qu'en pensez-vous, Todd ? Je veux dire, l'avant-dernier chapitre de mon livre est consacré au phénomène transgenre, donc à l'émergence de tout ça. Donc c'est un chapitre anthropologique assez complexe et nuancé. Mais là, c'est neutralisé dans le langage et dans la pensée, vous voyez ? Oui, mais il faut aussi parler un peu de la réalité. Quand même. Et donc je dis bien au début que, en analysant le phénomène des berdaches chez les Indiens d'Amérique, effectivement,
la possibilité pour les hommes de prendre des rôles féminins existait vraiment, que c'est l'une des potentialités de l'homme. Ensuite, j'étudie le phénomène transgenre et je montre à quel point il est à la fois dans la continuité et la rupture avec cette capacité, je dirais, humaine universelle. Je montre le malheur qu'il y a ça, mais surtout ce que je fais dans ce chapitre, et là je vais aller directement sur ce qui a été dit, c'est la jeunesse de la voix était très touchante en fait. Dans votre extrait, il y avait quelque chose d'émouvant dans cette jeunesse de voix. Je montre dans le livre que l'émergence des mots de l'idéologie a précédé la multiplication des cas de dysphorie, c'est-à-dire de doute sur sa propre identité sexuelle, dans les générations. Et en fait, oui, quand j'entends un texte comme ça, dont je sais qu'il est très fréquent chez les jeunes, j'ai une descendance suffisamment nombreuse pour rester au contact des masses qui arrivent et qui vont me remplacer. Mais il est clair que... Vous dites c'est dangereux, en somme. Mais parce que, en fait, de quand même... toutes les catégories, toutes les lignes de front. Je suis désolé, on peut... je sais que le christianisme a essayé de nous vendre l'idée de la vie éternelle. Et je vois maintenant qu'on spécule sur la possibilité de transcender les différences entre les sexes. Alors, l'idée d'égalité, des intelligences, des potentialités, pour moi, ça ne fait aucun problème, mais j'ai quand même cette distinction conceptuelle dont je dis en riant qu'elle est révolutionnaire. Je dis, je définirais dans mon livre comme femme tout être humain capable, hors cas de stérilité accidentelle, de porter un enfant. Et l'inverse pour les hommes. Et je déduis toutes sortes de conséquences, en fait, de complexité de la vie pour les femmes d'aujourd'hui. Mais c'est au-delà de tous les mots sur la binarité, je veux dire, de tous les efforts pour dépasser ça, ça reste vrai. Je veux dire, la partie de l'humanité qui se consacre ou dont le corps est capable d'assurer la reproduction de l'espèce humaine est une moitié de l'humanité. Il y a une contribution masculine. Je pense, je suis en élève de Margaret Mead, je pense que beaucoup de l'agitation masculine vient d'un sentiment d'insuffisance des hommes qui ne sont pas capables de fabriquer des enfants dans leur corps. Mais cette distinction existe. On n'a jamais vu de société humaine qui arrive, c'est ce que dit Margaret Mead, qui arrive. Les sociétés humaines utilisent la différence homme-femme de toutes sortes de façons différentes. Il y a beaucoup de variations. Mais la différence est toujours utilisée, et je dirais qu'en certains sens, la binarité, je vais prendre exactement le contre-pied de ce qui a été dit. Je veux dire, la binarité, mais la binarité, c'est haut, bas, plus, moins, noir, blanc, jour, nuit. Vous voyez, c'est aussi homme-femme. La binarité fait partie des choses qui ont permis à l'espèce humaine de penser le monde et de l'organiser. Et moi, je pense au contraire, qu'échapper à la binarité, c'est une sorte d'autodestruction conceptuelle de notre univers de référence. Voilà, et les concepts, vous y réfléchissez dans ce livre, Emmanuel Todd, qui paraît aux éditions du Seuil. Où en sont-elles? Une esquisse de l'histoire des femmes. Ce qui est intéressant, on a évoqué le patriarcat, vous préférez parler de patridominance, plutôt d'ailleurs en l'espèce d'un régime de matridominance. On a évoqué le terme intersectionnel, vous dites intersectionnalité généralisée. Juste un mot de ce terme genre, que vous n'affectionnez pas non plus, puisque vous dites préférer parler de sexe, de différence entre les sexes notamment. Et c'est vrai que quand on parle de troubles dans l'émancipation, quand vous écrivez sur les troubles dans l'émancipation, il y a un clin d'œil ou un pied de nez au Gender Trouble, le livre phare de Judith Butler, paru en 90, bien vu, qui avait introduit le concept clé de genre. En quoi il vous perturbe aussi ce terme-là? En quoi il vous paraît inexact, incertain? C'est technique. C'est-à-dire qu'au départ, s'il avait vraiment réussi à distinguer une sorte de substrat biologique de la différence homme-femme, et s'il y avait un terme qui permettait de mesurer la variabilité des statuts de la femme ou du statut des hommes,
qui sont définis ensemble, finalement, dans les sociétés, il aurait pu être utile. Mais on constate empiriquement, dans l'usage du mot genre, je dirais deux choses. D'abord, dans l'usage général, il est maintenant utilisé comme autrefois on utilisait le mot sexe, et donc du coup, il nous produit de la perte de sens. Parce qu'on nous dit que le mot genre, quand vous voyez des sondages d'opinion qui classent les réponses maintenant dans les pays anglo-saxons selon le genre, c'est déjà en train de disparaître, vous ne savez plus de quoi vous parlez en fait. Autrefois, on disait selon le sexe. Vous voyez, donc il y a ça. Et puis alors, il y a la deuxième chose, c'est que l'usage du mot genre est asymétrique. C'est-à-dire qu'il présuppose en fait une domination masculine. Et je cite le Global Gender Gap Report, qui est un instrument de travail assez intéressant, qui mesure l'état d'émancipation des femmes dans le monde. Et je note par exemple que, si vous prenez, ce qui pour moi est très important, parce que ça entraîne tout le reste, l'éducation. Donc vous mesurez le rattrapage des hommes par les femmes dans le domaine éducatif. Donc vous êtes 0,8, 0,9, vous arrivez à 1, c'est-à-dire vous arrivez à parité. Les femmes ont rattrapé. Bon, très bien, mais ensuite, le compteur se bloque, et si les femmes dépassent les hommes en termes éducatifs, ce qui est le cas dans tous les pays avancés maintenant, sauf peut-être en Allemagne, mais qui est très vrai en Russie aussi, vous, simplement, masquez, vous refusez de mesurer des situations de matridominance. Donc, c'est pas le... Voilà, dire genre, c'est dire que rien n'est naturel. Non, mais dire genre, non. L'importance, il y a plein de choses qui ne sont pas naturelles et sociales, mais dans l'usage du mot, il y a un effacement de la réalité sociale. C'est ça qui est embêtant, et c'est pour ça que je le rejette. Merci beaucoup Emmanuel Todd. C'est un livre à la fois d'actualité, Où en sont-elles, qui raconte, pose un regard sur le mouvement féministe et l'actualité aujourd'hui. Mais c'est aussi un livre d'histoire et un livre anthropologique. 2 phrases de vous à comprendre en vous lisant. Le féminisme a dynamisé l'histoire et dynamité l'anthropologie. Et j'ajoute, ce livre traite les femmes en adultes sociales plutôt qu'en victimes. Voilà pour le point de vue qui est défendu dans cet ouvrage. Où en sont-elles, une esquisse de l'histoire des femmes qui paraît au seuil. Merci beaucoup Emmanuel Todd d'avoir été Merci à vous. Autour de cette grande table des idées aujourd'hui. Merci à Vivian Lecuivre à la réalisation aujourd'hui avec Jacques Hubert à la technique. C'est Lucas Bretonnier qui a programmé cette émission, préparée avec Laura Dutèche-Pérez. Merci à Henri Leblanc pour la grande table culture du jour, avec l'aide précieuse de Marie Fraboulet et de Hosanna Chauvin. Très belle journée à tous sur France Culture.